Nouvelle de la sauvagerie. La chasse. C'est comme un coup de fusil le bruit. Ça a réveillé tout le monde au milieu de la nuit. Dans la première stupeur, ils se demandent si ce n'est pas les gendarmes qui ont surgi pour démanteler leur installation. Quand l'un d'entre eux voit dans la lueur d'un réverbère le cul d'un sanglier courir, suivi d'autres culs tout aussi rapides. Merde, des sangliers. Comment ils sont entrés ? Oh putain, il y en a un qui a pris un de nos sacs de bouffe. Regardez, il le tient dans sa gueule. Il se donne des tapes sur les joues, écarquille les yeux à grands battements de paupières pour se réveiller davantage. Un gars lance « C'est Landry qui nous pique nos affaires !» Alors tous, ils se mettent à gueuler à moitié endormis, à moitié rigolant. « C'est Landry, c'est Landry !» Et ils pointent du doigt les bestiaux qui dégarpissent et disparaissent au coin d'un entrepôt. C'est venu comme ça, la référence à Landry. Ça paraissait tellement évident. Victor Landry, c'est le directeur de la logistique, celui qui concentre toute leur rage. Victor Landry et aussi toute la direction de l'entreprise contre qui ils sont en grève. Ils se sont installés à l'entrée de l'usine. Ils ont cadenassé le portail, ils vérifient les entrées et les sorties. Les filles et les gars se relaient depuis 3 semaines maintenant, attendant que les négociations avec la direction aboutissent. Ils ont monté un camp, des toiles de tente. C'est comme un camping. Mais ils savent qu'ils ne partiront pas en vacances cette année. Ils passent le jour à discuter, ils ont installé une cantine aussi. Dans la fraîcheur du matin, ils boivent du café qu'ils tiennent bien serré en se balançant d'une jambe sur l'autre. À midi, ils grillent des saucisses, mangent des salades ou une quiche faite par l'une ou l'autre, un couscous aussi, un petit salé aux lentilles. On a le temps parce que les autres là-haut, dans les bureaux, ils n'ont pas l'air de vouloir lâcher grand-chose. Alors on tient, on ne lâche rien non plus. Et le soir, on se sert un verre en apéro, c'est autant que la direction ne leur fauchera pas. Parce qu'ils savent les résultats de l'entreprise bons. Ils connaissent les chiffres des bénéfices. Les gars et les filles du syndicat viennent régulièrement les tenir au courant. Hors de question que les actionnaires se payent sur le dos de la bête en réduisant encore le personnel ou en délocalisant l'outil de production. Ils tiennent le piquet de grève sans discontinuer, se relaient comme on prend le quart sur un bateau. Tous embarqués dans la même galère. Impossible maintenant d'abandonner. C'est pas une partie de plaisir, même si parfois ils rigolent quand même. À la nuit tombée, ils allument des braseros, dont ils remuent machinalement les braises à l'aide de longs bouts de bois, tout en discutant de la situation et de la suite à donner à la lutte, de tout ceux-là qui font passer le profit avant le bien commun. Mais ils finissent par s'endormir sur le coup de 1 à 2 heures du matin parce qu'on a beau dire... On est fatigué de ce combat. Et même si faire cause commune leur donne une force qu'ils ne soupçonnent pas, les muscles accumulent tout de même une forme de lassitude qui, au bout du compte, oblige à étirer les bras, bâiller, résister un temps, puis la tête dodelinant à se laisser aller à la nuit, pendant laquelle, normalement, il ne se passe pas grand-chose. Et ça devient comme un dortoir leur campement, où ils ricanent encore un peu, où ils charrient celui ou celle qui ronfle, avant que le silence ne s'étende complètement, chacun se retrouvant seul dans son demi-sommeil, inquiet de ce qui pourrait advenir si l'usine fermait complètement. Ils les connaissent les arguments de la direction. Elle appelle ça le PORT, P-O-R-T, le plan d'optimisation des ressources humaines et techniques. Un truc inventé par un cabinet conseil rémunéré grassement pour pondre des concepts fumeux. Elle y parle marché et part de marché, y évoque coûts de production et réorganisation des process. Elle y affirme qu'ils doivent penser plus grand, à la taille du monde, que leur entreprise est au cœur d'une jungle où il faut se battre ou se faire dévorer, qu'eux doivent avoir confiance dans les cadres dirigeants qui possèdent la maîtrise du commerce international et de l'entrepreneuriat. Ils doivent comprendre que la direction seule sait de quoi il en retourne réellement. Ils comprennent qu'on les prend surtout pour des cons. Ils le connaissent pertinemment, ce monde autour d'eux, ce monde marchand, empaqueté dans des cartons, jeté dans des camions, des bateaux, des avions, et balancé à l'autre bout du monde, car c'est eux qui les manipulent, les cartons, chargent les trains et les avions, conduisent les camions. Ils le connaissent, ce monde, et sa réalité, ses exigences de rentabilité, ses objectifs, ses rappels à l'ordre, ce monde martelé par les cours de la bourse et le claquement des pointeuses.
Mais ils savent aussi le soir, en grimpant dans les navettes qui les emportent chez eux, que le monde, c'est également le quartier où ils habitent, la ville, la forêt étendue là-haut sur la colline où leurs grands-parents ont vu un jour s'implanter l'usine. Celle-là qui a grandi à force de déboisement, d'élargissement de routes, comme le signe de la modernité. Que le monde, c'est aussi la feuille de paye, une forme de sens donné au temps. Qu'il faut bien bosser et se nourrir, payer les factures, le crédit de la maison, gagner sa vie, comme on dit. C'est comme ça aussi qu'il est leur monde. Et il n'est pas si petit. Il vaut bien celui des perchés, tout cela qui semble ne penser qu'à court terme, alors qu'eux regardent le temps qui passe. Alors oui, ils font grève, maintenant, depuis 3 semaines, et ils sont réveillés en sursaut, comme si on avait tiré un coup de fusil, une harde de sangliers a pénétré dans l'usine. Ils viennent de l'extérieur, ils ont dû passer par le trou dans le mur d'enceinte, là où il y a des travaux. C'est sûr, ça donne direct sur la forêt.